This episode is brought to you by LifeLock. So much of your personal info is out of your control, like your insurance provider that has your social security number and your favorite retailer that has your payment details. If they get breached, your information, your identity, is vulnerable. That's why LifeLock monitors millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed or your money back. Save up to 40% your first year at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Elle est sans doute la seule erreur qu'il ait commise. Rebecca, 19 ans. Comme les autres, il la trouve sur le boulevard un soir de 1982. Il la fait monter dans sa voiture pour une passe à $20. Ils vont dans les bois. Elle lui fait une fellation, mais le mord. Alors il tente de l'étrangler. Mais la jeune fille se débat si fort et s'enfuit en courant. Elle l'a vu de près. Elle peut le décrire. Taille moyenne, petits yeux, moustache et des grosses mains. Il lui a montré sa carte professionnelle. Il travaille à la Kenworth Truck Company. Et elle a vu son nom. Gary Leon Ridgway. Il a été identifié par l'une d'elles. Il est convoqué pour un interrogatoire. Il reconnaît l'agression. Il s'en est pris à elle, mais c'était de la légitime défense. La prostituée lui avait mordu le pénis. Il n'a eu qu'un réflexe naturel en l'étranglant. On le soumet au détecteur de mensonges. Il passe le test haut la main. Pour la 3e fois, le nom de Gary Ridgway est écarté de la liste des suspects. Au printemps 1984, le nombre de disparitions diminue. Mais le nombre de cadavres retrouvés est effrayant. Frank Adamson est épuisé. Plus de 20 corps ont été découverts. Mais il en manque encore tellement. 10 000 noms de suspects, des caisses entières d'indices, de témoignages, de dossiers de victimes. En 1984, la brigade de la Rivière Verte a besoin d'un ordinateur. Ils ont besoin de tout informatiser pour tenter de comprendre ce qu'ils n'ont pas vu, faire des liens, voir émerger un nom. Ils sont persuadés qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Début octobre, 2 bonnes nouvelles. Un ordinateur et un programme informatique sont prêts. Le tout a coûté $20 000. Et un informateur hors du commun propose son aide. Ted Bundy. Dans le couloir de la mort, l'homme qui a tué 36 femmes dans les années 70 veut apporter son expertise en la matière. Il sait comment le tueur de la Rivière Verte fonctionne, puisqu'il a agi exactement comme lui. Quoi qu'on en dise, Ted Bundy est un expert en la matière. Le 17 novembre 1984, Dave Reichert et Robert Keppel, l'enquêteur qui a traqué Ted Bundy, rencontrent leur informateur dans sa cellule. Le portrait que Bundy dresse du tueur de la Rivière Verte est précis. C'est un monsieur tout-le-monde, capable de mettre en confiance ses victimes. Il connaît très bien les lieux, il doit donc vivre dans le coin. C'est sans doute un homme blanc, de 25 ans. Il ne s'arrêtera jamais de tuer, et il n'a aucune envie de se faire prendre. Jusque-là, Ted Bundy émet peu ou prou les mêmes hypothèses que les profilers du FBI, à un détail près. Bundy pense que le tueur de la Rivière Verte est nécrophile, qu'il prend un certain plaisir à tuer ses victimes, mais que ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il les possède physiquement. Ted Bundy sait de quoi il parle. Il a violé plusieurs de ses victimes post-mortem. Gary est un tueur en série nécrophile. Il préfère le terme tueur en série plutôt que violeur en série. Parce que ce n'est pas dans l'acte sexuel qu'il prend le plus de plaisir. Une fois sa victime morte, elle n'est plus qu'un objet sexuel, une poupée de chiffon dont il contrôle tout.
Une prostituée morte ne peut pas se plaindre, ne peut pas partir et ne peut rien refuser. Il a commencé à avoir des rapports post-mortem au moment où il tuait le plus, en 1983. Le simple meurtre n'était plus suffisant pour le calmer. Il a couché avec une dizaine de ses victimes, après leur mort. Mais Gary a changé depuis. Au début de l'année 1985, au sein de l'association Parents sans partenaire, il rencontre Judith Lynch, une divorcée légèrement plus âgée que lui, mère d'une jeune fille. Elle est subjuguée par sa gentillesse et sa politesse. Ils partagent les mêmes déceptions amoureuses, le même goût pour la musique country et un certain attrait pour les brocantes. Ensemble, ils vont camper dans les bois, le passe-temps favori de Gary. Ils ne font plus qu'un. Enfin, Gary a une femme attentive qui comble tous ses besoins affectifs. Il est heureux. En 1985, le tueur de la Rivière Verte ne fait plus parler de lui. Aucune disparition inquiétante n'est signalée. La brigade souffle enfin, sans oublier son objectif. Le diable ne rôde plus sur le boulevard, il s'est volatilisé. Ou bien il a changé d'état. Ou qui sait, il est sans doute mort. Il fréquente de moins en moins le strip. Il y passe rapidement après le travail. Question d'habitude. Mais il ne chasse plus. Il n'a plus rien à prouver. Ses journées deviennent banales. Il travaille, retrouve Judith le soir pour un dîner. Le week-end, il arpente les vides-greniers pour trouver des jouets, des vélos, toutes sortes d'objets qu'il pourrait réparer et revendre. Il adore bricoler. À l'été 1985, des os humains sont retrouvés dans un état voisin, en Oregon. Un crâne, 2 os de bassin et des côtes. Le crâne est celui de Denise Bush, jeune femme disparue en octobre 82. Le reste de son corps avait été retrouvé pas loin du strip à Seattle. Et les os semblent appartenir à Shirley Sherrill. Pourquoi le tueur les a-t-il emmenés si loin de sa zone habituelle ? A-t-on affaire au même tueur ? Ce jeu macabre agace au plus haut point les agents de la brigade. Le type joue avec leurs nerfs. 26. Officiellement, depuis 82, le tueur de la Rivière Verte a tué 26 jeunes femmes. Du moins, 26 cadavres lui sont attribués. Il manque plus d'une vingtaine de filles signalées disparues, ou de leurs restes à retrouver. Il est passé dans l'Oregon en 1984. 1 an avant que la brigade ne retrouve les corps. Un petit voyage pour les vacances, entre père et fils. Dans son coffre, il gardait quelques crânes et des os. Le but du voyage, faire du vélo avec son garçon Matthew, mais aussi en profiter pour brouiller les pistes. Disséminer çà et là des morceaux de ses victimes. Gary aime mener la barque. Parfois, il revient près des cadavres pour laisser des chewing-gums. Il n'en mâche jamais. Des mégots. Il ne fume pas. Ou des brochures d'agences de location de voitures ou de motels qu'il ne fréquente jamais. Quand il laisse une trace de pneu près de la Seine, il s'empresse de changer sa roue et de balancer l'ancienne dans la rivière. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Parmi les disparus, aucun profil type. Mis à part que ce sont toutes des femmes en lien direct ou non avec la prostitution. 26 blanches, 10 afro-américaines, une hispanique et une asiatique. En 1985, 15 nouveaux cadavres sont découverts, ce qui porte le nombre de victimes du tueur à 31. En 3 ans et demi d'enquête, la brigade n'a rien trouvé. 8 millions de dollars ont été investis pour retrouver le tueur. Des dizaines de milliers de suspects ont été interrogés. Les lieux où sont trouvés les corps sont fouillés au tamis, mais rien.
Ils en sont au même point qu'en 1982. Ils ne savent toujours pas qui ils cherchent. Vivre avec Judith, sa nouvelle compagne, l'apaise. Elle s'occupe si bien de lui. Il n'a presque plus de colère et donc moins le besoin de tuer. Sa vie est équilibrée, il vieillit, il a moins de libido. Il n'a jamais craint la brigade. Il le cherche depuis 3 ans, l'ont arrêté plusieurs fois, et pourtant, il s'en est toujours sorti. Sa grande force, c'est qu'il n'a jamais parlé à personne de ses meurtres. Officiellement, il mène une vie tristement banale, d'ouvrier, assez proche de sa famille. Il n'a rien gardé de ses victimes. Leurs habits, il les a jetés à gauche et à droite. Les bijoux, il les dépose de temps en temps dans les toilettes des femmes de son entreprise. C'est son petit plaisir. Voir l'une de ses collègues porter une montre, un collier, une bague de l'une de ses victimes. 1986. Des ouvriers retrouvent des os au pied d'un arbre. C'est Tracy Winston, disparue en septembre 83. Les restes de Maureen Finney sont retrouvés près d'une route. Le crâne et quelques os de Tina Thompson sont découverts dans un bois, tout près d'une route. 37 victimes ont été retrouvées, et 9 disparus manquent toujours, malgré les 10 millions de dollars injectés dans l'enquête, malgré une liste de plus de 17 000 pistes. Grâce au programme informatique, des faits apparaissent aux yeux des enquêteurs. Un vieux rapport de 1983, au moment de la disparition de Mary Malvar, passé inaperçu jusque-là, démontre qu'un certain Gary Ridgway a été identifié. Gary Ridgway. Ce nom apparaît tellement souvent dans l'enquête. Il a été surpris plusieurs fois à reluquer des femmes sur le strip. Mais il n'y a pas que ça. Le nom de Gary apparaît aussi dans d'autres rapports. Il a été arrêté en 82 en présence d'une jeune fille, Kelly McGuinness. Elle a disparu en juin 83. Il a essayé d'étrangler une prostituée, Rebecca, qu'il a signalée en 84. Il a été interpellé près du KFC du strip, là où la plupart des jeunes filles ont disparu. Et il conduit un pick-up qui correspond à de nombreuses descriptions de témoins. Ce Gary a définitivement un lien avec l'affaire. Reste à trouver des preuves pour l'arrêter. Mais à la fin de l'année 86, à cause du manque de résultats dans l'enquête, la brigade perd un quart de ses effectifs par manque de budget. Le capitaine, Frank Adamson, est remercié. Il doit laisser sa place à une nouvelle recrue, Jim Pompey. Gary ne correspond en rien à un tueur en série. Et il le sait. Il est en couple et heureux en ménage. Père, propriétaire de sa maison, salarié depuis plus de 20 ans dans la même entreprise. Ce n'est pas un solitaire, pas un homme colérique devant ses proches. Il a trompé le détecteur de mensonges en 1984. Si l'occasion venait à se représenter, il le tromperait de nouveau. Et il ne tue plus depuis qu'il est avec Judith. Mais Gary comprend qu'il n'est pas tout à fait à l'abri quand, le 8 avril 1987, la police toque à sa porte. Au vu de tous les faits dans lesquels il est impliqué, la brigade a obtenu le droit de perquisitionner le domicile de Gary Ridgway. La police se présente devant sa petite maison qu'il partage avec Judith et fouille de fond en comble la maison, son casier à la Kenworth Company, ses 2 pick-up et la voiture de Judith. Il ne trouve rien. L'interrogatoire de Gary ne donne rien de plus. Il se montre coopératif, admet qu'il a déjà été arrêté à cause des prostituées, qu'il connaissait certaines des victimes du tueur. Il est tellement sûr de lui et poli. La brigade n'a pas le choix. Ils doivent, encore, classer le dossier. Mais avant de quitter les lieux, l'un des agents prélève tout de même un échantillon de la salive de Gary. On ne sait jamais. Les avancées scientifiques pourraient révéler quelque chose.